PSL 211, méthode de recherche en psychologie. On est de retour à parler de la validité statistique. On s'était laissé, je vous avais parlé de la significativité et je vous avais parlé aussi des données extrêmes. Okay? Donc, il faut poser des questions sur la présence de données extrêmes et comment est-ce que les chercheurs en ont tenu compte, qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à ces données extrêmes-là, et aussi évidemment sur la taille de l'échantillon, parce qu'une donnée extrême peut être peu importante si l'échantillon est gigantesque, et plus importante si l'échantillon est petit. OK. Donc, poser des questions sur la taille des faits, sur la significativité, sur la présence de données extrêmes. Ces questions-là sont importantes pour évaluer en quelle mesure est-ce que la recherche corrélationnelle devant vous a une bonne validité statistique. Mais c'est pas tout. Une autre question que vous devriez poser, c'est vous devriez demander s'il y a des restrictions dans l'étendue de la variable, d'une des variables, par exemple. Ça fonctionne de la façon suivante. C'est que des fois, si vous avez une variable dans une recherche corrélationnelle, les chercheurs, parfois, n'incluent pas toutes les valeurs possibles d'une variable au sein de leur mesure. Et ça peut biaiser la relation observée entre les deux variables. J'ai un exemple ici qui va vous permettre de comprendre. OK? Mais, je ne sais pas pourquoi. OK. Imaginons qu'il y a une université qui accepte seulement les étudiants avec des résultats élevés à l'examen d'entrée à un examen d'entrée quelconque. Prenons celui des États-Unis, le SAT, le Standard Assessment Testing ou quelque chose comme ça. Academic Test ou je sais pas quoi. Le SAT, OK? Et eux, ils acceptent uniquement à partir d'un score de 1200. Okay? Je crois que le score peut aller jusqu'à 1600. Mais imaginons qu'il va jusqu'à 1600. Donc, eux, l'université accepte à partir de 1200 les gens. OK? Et le score peut aller jusqu'à 1600. Okay? Donc, il faut avoir un assez bon score pour entrer. Si quelqu'un dit pourquoi vous faites des scores pourquoi vous faites des examens d'entrée comme ça, l'université pourrait se justifier en disant que le score SAT est associé avec le succès académique des étudiants. Il pourrait calculer la corrélation entre les deux. Par exemple, il pourrait calculer le score SAT à votre entrée à l'université et la moyenne à la fin de votre première année. Puis il pourrait trouver une corrélation entre les deux, et voici un nuage de points qui pourrait démontrer ça. Okay. Et c'est des études qui ont été faites parce qu'il y a plusieurs organisations et individus qui demandent à des universités pourquoi est-ce que vous utilisez ces examens d'entrée-là, ça coûte cher, pourquoi vous faites ça? Et souvent les collèges vont justifier en disant la corrélation entre le SAT et les notes de première année est typiquement de R.33. Donc c'est pas pire. C'est une corrélation modérée et significative. Okay? Et donc, point 33. Okay? Mais voici l'affaire. C'est que, est-ce que ça représente vraiment la corrélation entre le score SAT et la moyenne de première année? Mais il y a un problème. Parce que dans leur variable de score SAT, ils sont juste intéressés, où est ma flèche, aux gens entre 1200 et 1600. 1600, c'est, je crois, le top. Là. Mais ils ont juste pris les gens qui étaient au minimum, qui devaient au moins avoir 1200. Pourquoi? Parce que les autres n'étaient pas acceptés à l'université. Donc, on n'a pas de données sur ces gens-là. On n'a pas de données sur leur moyenne de première année à l'université. Ils n'ont pas été acceptés à l'université. Or, si tu me dis qu'il y a une corrélation de 0.33, le score SAT puis la moyenne de la première année, je suis obligé de te dire, ouais, mais non, il y a une corrélation de 0.33 entre la moyenne de la première année et les scores uniquement qui vont de 1200 à 1600 par rapport au score SAT. Tu ne peux pas dire que la corrélation entre le score SAT et la moyenne de première année est de 0.33 parce que tu as juste calculé un certain... Qu'est-ce qui est arrivé à tous les gens qui avaient moins de 1200? Quelle aurait été leur moyenne en première année?
Okay? On a ici un problème on a ici une restriction dans l'étendue d'une variable. La variable du score SAT, on a restreint son étendue de 1200 à 1600. L'examen de SAT va, en réalité, c'est pas quelque chose qui va de 0 à 1600, il va de 400 à 1600. Le score va de 400 à 1600. Okay? Toutefois, dans notre exemple, l'université n'accepte que les candidats à partir de 1200. Donc, il y a une limitation d'étendue sur la variable score SAT. Voici le nuage de tantôt, okay, le nuage qu'on avait ici, qui est reproduit, ici, ici comme ça, okay, à partir de 1200 à 1600, puis on voit une certaine corrélation, okay, de 0.33. Mais voici les données si on descend à 400 à 1200. Voici les gens qui n'ont pas été acceptés. Les gens pour lesquels l'université n'a pas les données. Okay? Si on avait ces gens-là, on verrait quelque chose comme ça. Un total de 400 à 1600, qui est maintenant toute l'étendue de la variable, ça ne va pas jusqu'à 0. Là. Okay? Et donc, ce qu'on voit, c'est que la corrélation ici, entre tout ça, elle est plus forte, peut-être c'est difficile à voir, là, mais elle est plus forte, la corrélation entre tout ça, que la corrélation lorsque on a simplement été de 1200 à 1600. Donc, en restreignant l'étendue de la variable SAT, le collège sous-estimait la corrélation réelle entre les scores SAT et les notes de première année. Donc, le collège pourrait dire, la corrélation est de 0.33, mais en réalité, elle est même plus que ça parce que on a restreint l'étendue. Maintenant, il aurait pu arriver que ça soit différent. Il aurait pu arriver que, je sais pas moi, les données ici fassent en sorte que la corrélation était surestimée. T'sais. Mais donc ici, en se restreignant, on a sous-estimé la corrélation. Lorsqu'on utilise une telle stratégie statistique, et ça a été fait, c'est des études publiées qui ont démontré ça, on passe de 0.32 ici à 0.57 au total. Donc, la justification de l'utilisation du score SAT est encore meilleure quand on considère toutes les données. L'université peut dire « Ouais, c'est normal qu'on utilise le SAT parce que vraiment, les gens qui ont un faible score SAT ont tendance à vraiment être plus faibles au niveau de leur moyenne en première année. » T'sais? Même si nous, on coupe à 1200, à partir de 1200, c'est bien d'utiliser le SAT. Okay? Donc, ils pourraient encore plus justifier leur utilisation de ce score-là en utilisant toutes les données et non pas ce range-là, cette étendue-là coupée. Okay? Donc, lorsque vous lisez une étude, vous devriez vous demander est-ce que les chercheurs ont inclus toute l'étendue d'une variable ou est-ce qu'ils se sont juste restreints à une certaine étendue? Okay? S'ils sont intéressés à la corrélation entre l'heure de la journée et quelque chose d'autre, hein? Est-ce qu'ils ont vraiment une échelle de 24 heures pour l'heure de la journée ou juste une échelle de 12 heures ou une journée de 8 heures? Ce qui serait de la restriction de la variable journée qui devrait avoir 24 niveaux, un par heure. Hein? Ça peut venir biaiser l'indice de corrélation. Donc, vous devriez demander, quand quelqu'un vous dit qu'il y a une corrélation à telle affaire, en plus de la taille d'effet, de la significativité et des données extrêmes, vous devriez aussi demander si les deux variables ont été mesurées, avaient toute l'entièreté de leur étendue, ou est-ce qu'il y avait une restriction dans l'étendue. Okay? Autre possibilité, autre chose que vous devriez demander, c'est la possibilité d'une association curvilinéaire. Imaginons, quelqu'un vous dit, il y a une étude qui s'est faite entre la variable x et y, puis on a trouvé une corrélation de 0. Il n'y a aucune corrélation entre les deux. Vous avez deux possibilités. Vous pourriez dire, OK, vous pourriez dire, l'échantillon était-il assez large? Oui, l'échantillon était assez large, l'étude était bonne, il n'y avait pas de données extrêmes, tout était beau. Puis ça donne vraiment aucune corrélation. 0. Donc vous avez deux choix. Vous pourriez dire, OK, je pense qu'il n'y a aucune corrélation entre les deux.
Ou vous pourriez aussi dire, avez-vous exploré la possibilité qu'il y ait une association curvilinéaire? Une relation ou une association curvilinéaire, c'en est une qui fait justement ça, une courbe. Et on a un exemple ici. C'est une relation qui part de, par exemple ici, assez intensément négative, puis qui tout à coup rebondit puis devient assez intensément positive. Donc, jusqu'à maintenant, les corrélations qu'on a vues étaient en ligne droite. Mais là, ici, on aurait quelque chose qui serait, si vous traciez les lignes, ça serait deux courbes. Ça serait une courbe, ça serait tout, comme ça. OK? Pas en ligne droite. La corrélation serait négative jusqu'à un point, puis ensuite positive. Ou l'inverse, positive jusqu'à un point, puis ensuite négative. Dépendant de quel bord on la voit. OK? Et un exemple de ça, c'est la corrélation. Si vous calculez la corrélation entre l'âge et l'utilisation des services de santé publique, okay, vous allez remarquer qu'à partir de 0 ans, à partir de la naissance, plus vous prenez de l'âge, moins vous utilisez les services de santé publique. Ça veut dire que de 0 à 20 ans, par exemple, vous utilisez les services de santé publique de moins en moins. Quand vous êtes petit, vous y allez souvent, vous avez des vaccins, des bobos, et ainsi de suite. Puis, vous devenez adolescent, vous y allez de moins en moins. À 20 ans, vous allez peut-être voir le médecin, je sais pas, une fois par année, même pas, tu sais. Si tout va bien, évidemment. Là. Si tout va bien, évidemment. Puis ensuite, vous pouvez avoir une grande période de votre vie, là, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, où vous mettez juste le pied dans un hôpital ou une clinique pour aller visiter quelqu'un ou pour aller chercher un document, that's it. Tu sais, on a des bonnes années de santé. Encore là, présupposant que tout va bien. Mais à partir de 60 ans à 70, de 70 à 80, 80 à 90, si on se rend là, bien là, notre augmentation, on se retrouve de plus en plus dans les cliniques, de plus en plus dans les hôpitaux, de plus en plus dans les CHSLD, pas CHSLD, je me souviens plus comment ça s'appelle, ça change à chaque année au Québec. Mais donc, vous voyez que, par exemple, de 0 à 40 ans, de 0 à 60 ans, on utilise avec le temps, on utilise les services de santé publique de moins en moins, parce qu'on est en bonne santé, puis on prend de la maturité, puis tout ça, mais au bout d'un moment, on vieillit, puis on les utilise de plus en plus. Corrélation curvilinéaire. Or, imaginez-vous donc que, si vous calculiez un ordinateur, si vous demandez à l'ordinateur de calculer cette corrélation-là, en présupposant que c'est une corrélation normale, comme toutes les autres qu'on a vues, qui est linéaire, positive ou négative, tu sais, mais l'ordi va vous dire que la corrélation de ça ici, ça serait moins 0,01. Donc, effectivement, une corrélation presque nulle. Presque nulle. Or, il n'y a pas une corrélation presque nulle ici. Il y a deux corrélations super fortes. Une super forte négative, puis une super forte positive. Mais l'affaire que vous comprenez sûrement, c'est qu'elles s'annulent l'une l'autre. Elles s'annulent l'une l'autre. Et ça donne une corrélation, un R linéaire de 0,01. Parce que lui, il fait passer une ligne là-dedans qui fait comme une ligne droite. C'est comme ça. Alors qu'en réalité, ça manque vraiment. C'est pas comme s'il y a un nuage de points partout alentour, puis il fait passer une ligne droite au milieu. Là, on voit vraiment un lien. Là. Et donc, il y a des méthodes statistiques pour calculer la corrélation curvilinéaire. Et pour dire quelque chose qui va vous servir à rien, mais ça fait rien, je vais le dire quand même, si vous suspectez qu'il y a une relation curvilinéaire, quand vous faites quand vous analysez, vous calculez la corrélation entre x et y, si vous suspectez qu'il y a une relation curvilinéaire, vous ne calculez pas la corrélation entre x et y, vous calculez la corrélation entre x et le carré de y. Donc y au carré. Donc par exemple, imaginons que ici, là c'est faible et fort, mais imaginons que ce serait 1, 2, 3, 4, 5. Bien, ça serait la corrélation entre 20, 40, 60, 80, 100 et le carré de 1, le carré de 2, le carré de 3, le carré de 4, et ainsi de suite. Ça ne vous sert absolument rien de savoir ça pour l'instant. Okay? Mais faire une corrélation comme ça vous permet de savoir s'il y a des changements au niveau de la direction de la courbe. Okay? Bon. Donc, lorsque vous analysez
la validité statistique d'une étude. Vous devriez vous poser d'une étude corrélationnelle. Vous devriez vous poser des questions sur la taille d'effet, la significativité, la présence de données extrêmes, la restriction possible d'étendue, la possibilité d'associations qui vont plus loin que juste des associations linéaires, des trucs curvilinéaires. Et si tout ça, si l'étude vous dit qu'il y a une relation forte entre deux affaires et qu'il n'y a aucun problème à tous ces niveaux-là, vous devriez conclure que la corrélation, vous devriez avoir pas mal confiance dans la corrélation qui a été trouvée. Il y a un bon échantillon, pas de problème à tous ces niveaux-là, et donc il semble y avoir une corrélation entre X et Y, ou entre A et B, par exemple. Mais à aucun point est-ce que vous devriez conclure que cette corrélation entre A et B veut dire que A cause B. Par exemple, disons qu'on trouve une corrélation de 0,85, super fort, entre le montant d'exercice physique que quelqu'un fait par semaine et sa productivité au travail. OK? L'étude démontre que plus quelqu'un fait de l'exercice au travail, meilleure est sa productivité, ou l'inverse. Moins quelqu'un fait d'exercice au travail, moins bon est sa productivité. Corrélation positive, donc, parce que ça va dans le même sens. Aucun problème avec les données extrêmes, aucun problème avec une restriction d'étendue, aucun problème, tout est beau. Corrélation super forte. 1, vous devriez être assez impressionné. Et 2, vous ne devriez jamais de ça conclure que, donc, l'exercice physique cause l'augmentation de la productivité au travail. Parce que ce n'est pas une étude causale. Et en réalité, il y a différentes possibilités. Vous ne savez pas ce que cette corrélation-là veut dire. Vous savez, mathématiquement, qu'elle veut dire que plus les scores d'activité physique montent, plus le score de productivité au travail monte. Mais vous ne savez pas, ça veut dire quoi spécifiquement ça. Et ça pourrait vouloir dire certaines choses. OK? Mais très souvent, vous allez être tenté de comprendre ça d'une manière qui implique un lien de causalité. Regardez, les êtres humains, on adore la causalité. C'est ce qui nous permet de survivre. On a un cerveau qui comprend que certaines choses, qui voit les choses comme étant des causes de certaines autres choses. Ce qui nous permet de prédire les choses, qui nous permet de survivre. Okay? C'est très important. On est expert à détecter de la causalité. Sauf qu'on est trop bon là-dedans. Et je ne devrais pas dire trop bon. On a trop tendance à faire ça. Et on a tendance à voir de la causalité un peu partout. Or, si vous trouvez une forte corrélation entre X et Y, ou entre A et B, puis il n'y a aucun problème au niveau de la validité qu'on a vu, ça veut-tu dire que A cause B? Peut-être, mais peut-être pas. Il y a 3 possibilités. OK? Vous vous souvenez qu'il y a 3 critères aussi pour inférer la causalité entre 2 variables. Il faut qu'il y ait covariance, donc il faut qu'il y ait une corrélation entre les deux. Les résultats montrent-ils que les 2 variables sont corrélées? Oui, dans mon exemple ici, oui, corrélation forte entre le montant d'activité physique hebdomadaire et la productivité au travail. Super. Mais il faudrait aussi qu'il y ait la précédence temporelle. Est-ce que j'ai mesuré l'activité physique et je l'ai manipulée avant de mesurer la productivité au travail? Non, j'ai mesuré ces 2 choses-là pas mal en même temps. Ah ben là, je ne sais pas c'est lequel qui vient en premier. Ça pourrait-tu être le fait que être productif au travail fait en sorte que tu te sens bien à propos de toi-même puis tu veux faire plus d'exercice physique. T'sais? On ne sait pas. On ne sait pas à cause qu'on n'a pas déterminé la directionnalité du temps. Okay? Et en plus de ça, vous vous souvenez que le 3e critère, c'était la validité interne, qui était est-ce qu'il pourrait y avoir une autre explication pour cette corrélation-là entre ces 2 choses-là? Okay. Et c'est ce que j'appelle ici le problème de la 3e variable. Bon, OK, regardons ça. Ici, j'ai A et B. J'ai C ici, mais oublions C pour l'instant. A et B, A est égal, disons, à le montant d'exercice physique hebdomadaire, B est égal à la productivité au travail. Okay?
Puis je trouve une corrélation de 0,85. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Une première chose, ça pourrait vouloir dire, j'aurais pu mettre ça en haut, mais whatever, je vais me prendre comme ça. Une première chose, ça peut vouloir dire, je vais commencer ici. Ça pourrait vouloir dire, donc ce que j'observe, c'est que plus le score d'activité physique augmente, plus le score de productivité augmente. Et ce que je veux dire par ça, c'est que les gens qui ont un score d'activité physique plus haut ont un score de productivité plus haut, puis les gens qui ont un score d'activité physique plus bas ont un score de productivité plus bas. Okay? C'est ça que je veux dire. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Donc, corrélation forte. Ça pourrait vouloir dire que l'activité physique augmente la productivité au travail. J'observerais ça si, en effet, si c'était vrai que l'activité physique augmente les scores de productivité au travail, j'observerais exactement que plus les gens font de l'activité physique, plus ils sont productifs, moins les gens font de l'activité physique, moins ils sont productifs. C'est ce que j'observerais. Mais l'inverse pourrait aussi être vrai. Ça pourrait être que plus je suis productif au travail, plus je me sens mieux, puis plus j'ai de temps hors du travail pour faire de l'activité physique, par exemple. Si ça, c'était vrai, ça serait la productivité au travail qui causerait l'augmentation de l'activité physique. Et si c'était vrai, j'observerais exactement les mêmes données que si c'était A qui causait B. Qu'est-ce que j'observerais? J'observerais que plus les gens sont actifs, plus ils sont productifs. Plus ils sont productifs, plus ils sont actifs. Okay? Donc, je ne sais pas si c'est A qui cause B ou B qui cause A. OK? Savez-vous quoi? Il y a une petite erreur dans le graphique ici, je viens juste de m'en rendre compte. Là. J'aurais dû mettre A, B, puis ici A, B. Okay? Imaginez que ça c'est A, puis ça c'est B aussi. Parce que ça, c'est exactement la même chose que ça quand j'y pense. Okay? Donc ici, vous devriez avoir A, puis ici, vous devriez avoir B. Donc, avec les données que j'ai trouvées, elles pourraient être ces données-là pourraient être expliquées par le fait que A cause B. Mais elles pourraient être aussi expliquées par le fait que B cause A. Elles pourraient être aussi expliquées par le fait que A cause B qui recause A. C'est un peu bizarre, mais plus je fais de l'activité physique, plus productif je suis au travail. Et plus productif je suis au travail, plus je me sens bien dans ma vie, puis j'ai du temps hors du travail pour faire plus d'activité physique. Genre de boucle, sans fin, comme ça. Si c'était vrai, j'observerais ce que j'ai observé. Donc là, il y a 3 possibilités qui donneraient exactement les mêmes données. Oups, qui donneraient exactement les mêmes données de ce que j'ai observé. Là. J'observe que plus les gens sont productifs au travail, plus ils font d'activité physique, ben ça pourrait être expliqué comme ça ou comme ça, en corrigeant que c'est A ici et B. Mais il y a aussi une autre possibilité, qui est le problème de la 3e variable. C'est que c'est possible qu'il n'y a vraiment aucune relation entre A et B. Il n'y a pas besoin d'avoir une flèche entre A et B. C'est qu'il y a une 3e variable, C. OK? Et cette 3e variable, c'est quelque chose qui cause que je sois plus productif au travail et en même temps qui cause aussi que je fasse beaucoup d'activité physique. OK? Donc, ça serait quelque chose qui cause que j'avais dit que c'était activité physique. Là. Ça serait, imaginons que quelque chose cause que vous fassiez beaucoup d'activité physique et quelque chose cause aussi que vous soyez productif au travail. Alors, ce C-là pourrait être, je ne sais pas moi, le domaine dans lequel vous êtes ou le quartier dans lequel vous habitez, qui fait en sorte que vous habitez très proche du travail, donc vous ne perdez pas de temps, donc vous êtes super productif au travail. Et en plus, ce même quartier où vous êtes très proche du travail, il y a toutes sortes de ressources dans ce quartier-là pour faire de l'activité physique. Or, c'est à cause du quartier dans lequel vous habitez que vous êtes productif au travail et que vous faites beaucoup d'activité physique. Et il y a des gens dans l'étude qui habitent dans des quartiers où est-ce qu'ils ne sont pas proches de leur travail et ça les rend moins productifs au travail. Et aussi dans des quartiers où il n'y a pas de possibilité de faire l'activité physique beaucoup. Donc, il y a certains quartiers qui ne seraient pas productifs au travail puis pas faire peu d'activité physique. Puis il y a d'autres quartiers qui seraient productifs au travail puis qui feraient beaucoup d'activité physique.
OK? Mais ce qu'on observerait chez les gens qui habitent dans des... Imaginons qu'on a un échantillon de 100 personnes, puis on a toutes pris ces 100 personnes-là dans dans un quartier qui serait bon là, pour ces deux choses-là. Ben, ce qu'on observerait... non, on a pris un échantillon de 100 personnes. 50 personnes étaient dans un quartier qui était bon pour ces deux choses-là, puis 50 autres personnes étaient dans un quartier qui n'était pas bon pour ces deux choses-là. Ce qu'on observerait, c'est que qu'on observerait que chez les gens chez qui A était fort, B était fort aussi. Puis chez les gens chez qui A était faible, B était faible aussi. Mais c'est pas parce qu'il y a une relation spéciale causale entre A et B. C'est parce que chez les gens quand les gens ont A qui est fort, B est fort aussi parce qu'ils habitent dans un quartier où A et B sont forts. Et chez les gens chez qui A est faible, B est faible aussi parce qu'ils habitent dans un quartier qui fait en sorte que A est faible et B est faible. Il n'y a aucune relation causale entre A et B. C'est toute une question du quartier dans lequel tu habites. Donc, si je retrouve dans une étude 0,85 de corrélation entre l'activité physique et la productivité, je ne peux pas savoir si c'est parce que l'activité physique cause la productivité cause l'activité physique, l'un cause l'autre dans une genre de boucle, ou si c'est juste le quartier dans lequel ils prennent. Peut-être que j'ai pris dans mon échantillon des gens de deux quartiers différents. Un quartier qui fait en sorte qu'ils sont pas bons dans l'activité physique ni dans la productivité, puis un autre quartier où tout le monde est bon dans la productivité et l'activité physique. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que toutes ces possibilités-là donneraient exactement les mêmes données, donneraient une corrélation, par exemple, de 0,85. Et vous ne pourriez pas savoir, cette corrélation-là, elle est due exactement à quoi. Ça, c'est le problème. Bien, ça ici, c'est le problème de la troisième variable. Parce qu'il y a une troisième variable ici. Et donc, quand vous trouvez une corrélation forte, ben, pas nécessairement forte, mais imaginons vous lisez une étude qui démontre qu'il y a 0,85 entre la variable X et Y. OK? Vous devriez automatiquement vous demander, est-ce que cette corrélation-là est-ce qu'elle indique qu'il y a un lien causal entre X et Y? Vous devriez vous dire, on ne peut pas le savoir, parce qu'une étude corrélationnelle n'a pas la question de précédence temporelle. Okay? On n'a pas manipulé les variables. Mais vous devriez aussi vous demander, est-ce qu'il pourrait y avoir une troisième variable qui explique ce lien entre A et B? Est-ce que ça pourrait être dû à quelque chose de très simple, comme par exemple, sais-tu quoi? Tu avais la moitié des gens qui venaient de quartiers, ou est-ce que à cause de la façon dont le quartier est organisé, c'est dur d'être productif au travail, puis c'est dur de faire de l'activité physique. Tu as des gens qui venaient de quartier où c'est super facile d'être productif au travail, puis c'est super facile de faire de l'activité physique. Or, ce que tu es vraiment en train de mesurer, d'une certaine manière, c'est la différence entre les gens qui viennent du quartier C1 puis la différence entre les gens qui viennent du quartier C2. Et non pas la corrélation entre A et B. Je vous laisse là-dessus.